Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge à Z, première partie. C'est l'heure du challenge AZ. C'est un défi d'écriture lancé à la communauté des généalogistes qui se déroule sur un mois. Tous les jours, hors dimanche, un article est publié sur le blog avec l'alphabet en fil rouge. Ainsi, le premier jour du mois, le premier article a pour sujet un mot commençant par la lettre A. Puis le 2, un mot commençant par la lettre B, et ainsi de suite. En cette année 2020 un peu particulière, j'ai éprouvé le besoin d'évasion. Ce challenge AZ prend donc la forme d'un polar. Chaque jour, un nouveau chapitre, qui suivra l'alphabet bien sûr. C'est pourquoi je vous invite à écouter les podcasts dans l'ordre. Mais c'est aussi un projet global, un projet d'écriture à la base, avec les doubles codes du polar et du challenge AZ. C'est aussi un projet généalogique, bien sûr, et c'est l'occasion d'explorer différentes sources et tout ce qui permet d'étoffer son arbre. Enfin, c'est aussi un projet graphique, depuis la conception du livre jusqu'au dossier au centre de l'affaire. Vous pouvez aller les voir sur le blog Murmure d'Ancêtre. Cette histoire est basée sur des faits réels, presque tous. Chapitre A. Au petit matin de ce jour. Morcerf, Seine-et-Marne, janvier 2020. Au petit matin de ce jour froid de janvier, débuta le tri dans la maison familiale. Ils s'étaient réunis en pays briard, toute la famille, venant chacun d'horizons différents. Martine, l'aînée, venue des rives de la Méditerranée. Alain, qui habitait dans les Alpes. Jacqueline, la citadine jusqu'au bout des ongles. Et même Claude, l'ermite de la famille. Ensemble, ils formaient le premier cercle, celui installé dans les fauteuils disposés autour de la table basse. Ils étaient les enfants du grand-père. Derrière eux, le deuxième cercle, les petits-enfants. Eux aussi avaient été saupoudrés un peu partout à travers le pays et se retrouvaient tous pour la première fois depuis longtemps. Alexandre faisait partie de ce groupe. Derrière eux jouaient les petiots du troisième cercle, l'avenir, indifférents aux causes réelles de la réunion familiale. Leur aïeul à tous, qu'ils surnommaient affectueusement le grand-père, quelle que soit la génération à laquelle ils appartenaient, était décédé quelques jours plus tôt. Ils étaient venus à la fois pour l'enterrement, mais aussi pour trier et vider la maison du disparu. La mise en terre avait eu lieu la veille. Maintenant, ils devaient régler le problème de la demeure familiale. De manière informelle, ils s'étaient mis d'accord pour la vendre. Une fois débarrassés des meubles du grand-père, des travaux seraient engagés pour rafraîchir un peu cette demeure en pierre meulière qui était dans la famille depuis 3 générations. Avant d'être mise en vente, puisque personne n'est vraiment intéressé pour la reprendre et racheter leur part aux autres, n'est-ce pas ? Demanda Martine. Tout le monde manifesta son accord. Tout devait disparaître. Ou plus exactement, tout devait être attribué. Chacun devrait coller un post-it avec son nom sur ce qu'il souhaitait emporter. S'il y avait plusieurs papiers collés, on se réunirait à nouveau et entamerait des pourparlers en vue d'une attribution définitive. Ce dernier tri se faisait dans la bonne humeur et les couleurs des post-it, malgré le caractère un peu triste de la réunion. Il y avait beaucoup à jeter, mais certains voulaient garder aussi. Comme ils étaient de générations différentes, chacun y trouvait son intérêt. Les jeunes, qui n'étaient pas encore en ménage, privilégiaient l'électroménager et les meubles pour s'installer. Les plus âgés, davantage portés sur la nostalgie, préféraient les souvenirs. Vieilles photos, objets ayant une charge émotionnelle et familiale forte.
De temps en temps, une dispute feutrée éclatait. Le lustre? Tu veux prendre le lustre? Ce truc ignoble qui ferait s'évanouir même les mouches? Interrogea Valérie, la compagne de David. Eh oui, il a quelque chose de beau. Il fait un peu ancien, je trouve. Un peu? Tu rigoles? On dirait qu'il est moyenâgeux. Et dans ce terme inadapté, c'était juste un immense lustre qui avait pour seul tort d'être démodé, Valérie y mit tout son mépris. Puis tenta le tout pour le tout, l'argument qui tue. Je te préviens, moi vivante, ce machin ne franchira jamais la porte de ma maison. Pivotant sur ses talons, elle mit fin à la conversation. Une fin de non-recevoir, et quitta le grand salon. Dans la salle à manger, Lucas et Gabriel se tenaient en embuscade, à l'abri du grand bahut. Gabriel pouffa de rire. Chut, lui intima Lucas, tu vas nous faire repérer. Ils attendirent que Claude sorte de la pièce d'un pas traînant pour quitter leur cachette. Maintenant, le plus dur restait à faire. Échanger les post-it sans que personne ne s'en aperçoive. Dommage qu'il soit trop petit pour atteindre le lustre de la pièce d'à côté, se dit Lucas, qui lui aussi avait entendu la dispute. Quelle bonne blague cela aurait fait. Ignorant les enfants, Solène se dirigea vers Alexandre, une boîte à la main. C'était une boîte cartonnée, épaisse de 3 centimètres environ. Le dessus était assez abîmé, indiquant que le contenu d'origine était composé de feuilles de couleur de format A4. Mais en l'ouvrant, l'intérieur révéla un tout autre contenu n'ayant rien à voir. La boîte élimée avait été récupérée pour conserver un ensemble hétéroclite de documents. « Tiens, Alexandre, toi qui aimes bien les vieux trucs, regarde donc si tu trouves ton bonheur là-dedans. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Alexandre. « Je sais pas trop » répondit Solène. Elle plaça la boîte rapportée de la chambre du défunt sur la table. Précautionneusement, Alexandre l'ouvrit et en sortit une liasse qu'il étala devant lui. J'ai trouvé ça dans sa table de nuit. Ce devait être important pour qu'il le garde là, près de lui. Tu sais qu'il ne quittait presque plus son lit dans les derniers temps. Alexandre hocha la tête et porta son attention sur les papiers de différentes tailles qui étaient posés devant lui. Ils comprirent presque immédiatement qu'il ne s'agissait pas de documents ordinaires. Plusieurs cousins s'approchèrent et commencèrent aussi à examiner la trouvaille de Solène. « Un trésor » demanda quelqu'un. En me fiant à mon expérience, je peux dire que cela concerne une période ancienne. La Seconde Guerre mondiale, sans aucun doute. Sur certains documents, la langue allemande et la croix gammée vinrent confirmer cette hypothèse. Il y avait des coupures de journaux, des photographies et des feuillets manuscrits ou tapés à la machine. Certains portaient l'en-tête de la préfecture du département, la Seine-et-Marne. Mais les noms cités leur étaient inconnus. Henri Macréo, Ursule Le Floch, tout ça ne leur disait rien. La plupart, les jeunes surtout, se désintéressèrent vite de la trouvaille miraculeuse. Plutôt qu'un trésor, c'était juste un tas de paperasses poussiéreuses. Aucun intérêt. Solène resta néanmoins avec Alexandre. Leur curiosité était piquée. « Tu crois que ça peut être intéressant » demanda-t-elle. « Oh oui, sans doute. Il suffit de chercher un peu. Et d'écouter ce que ces gens ont à nous dire. En tout cas, ça se passe bien par ici. Regarde, il y a les villes de Tijo et Morcef qui sont citées. »« Oui, c'est vrai, mais qui sont ces gens ?»« Je ne sais pas. Allons faire un tour sur Internet ?» Les pouces agiles d'Alexandre pianotèrent sur son téléphone les noms de Macréo et Le Floch. Presque aussitôt, son moteur de recherche afficha les premières réponses. Rien ne ressort vraiment du côté des archives, apparemment. Cependant, parmi les résultats, tous avaient en commun un nom, une adresse sur le net, le blog Murmure d'ancêtres. Eh bien, c'est là qu'il faut se renseigner. Chapitre B. Bien sûr, j'aurais dû me douter. Bien sûr, j'aurais dû me douter, ce jour-là, que ce qu'il se passait n'était pas ordinaire. Lorsque, au cœur de l'été, je déambulais dans la maison de famille d'Alexandre, en pays Briard,
guidé par la nostalgie, ignorant l'ombre menaçante. Cependant, j'étais bien loin de me douter de ce qui allait m'arriver. Mais au fond, est-ce que tout cela n'avait pas commencé bien avant? Quand, en début d'année, dans ma maison de Limoges, je reçus un message dont je me rappelle encore aujourd'hui chaque mot. Bonjour, je suis en train de débarrasser la maison de mon grand-père suite à son décès, et j'y ai trouvé des documents mentionnant votre famille Macréo. Je vous ai retrouvé après une recherche sur Internet, d'où est ressorti votre blog. Peut-on prendre contact pour en parler? En cet hiver 2020, j'avais décrété qu'il faisait trop froid pour sortir, et je tentais de me distraire du long après-midi qui s'étirait dans la pénombre en me plongeant dans ma généalogie. À vrai dire, j'y arrivais très bien, et très souvent. C'était mon péché mignon. Puisque la vie ne m'avait pas permis d'être généalogiste professionnel, j'avais décidé d'être généalogiste amateur à plein temps. Ce loisir m'absorbait tout entière. Je pouvais y passer des heures et des heures dans mon bureau, sur mon canapé ou aux archives, à éplucher des documents, classer des photos, débusquer un ancêtre. Lorsque j'avais un registre entre les mains, j'étais hypnotisée par les images qui défilaient et les parcelles d'histoire qu'elles recélaient. Difficile alors de détourner mon attention dans ces cas-là. Ce dimanche de janvier, comme souvent, j'avais réveillé mon ordinateur de son sommeil nocturne, accédant en un geste à l'ensemble des fichiers laissés ouverts la veille pour reprendre au plus vite le cours de mes investigations. Je n'éteignais jamais complètement mon ordinateur. C'était une habitude que j'avais prise sans même en avoir conscience. Sur le fauteuil, Sosa, mon chat blanc et noir, n'avait pas daigné se lever à mon arrivée. « Bonjour Sosa !» Le matou ouvrit finalement un œil, pour le refermer aussitôt. De toute évidence, ce n'était pas encore l'heure des croquettes. Cela ne servait donc à rien de se réveiller complètement. Mon chat ne se levait que pour les croquettes, à croire qu'il n'allait même pas jusqu'à sa litière. Comment se soulageait-il? C'était un mystère pour moi. Je levai les yeux au ciel devant tant de fainéantise, mais il faut bien avouer que j'admirais secrètement sa vie de chat. Je m'installai confortablement à mon bureau et demandai à voix haute. « Alors, où vont nous mener les recherches du jour ?» En général, je parlais au chat jusqu'au moment où, complètement absorbé par mes investigations, je finissais par l'oublier. Dans le silence, il en profitait pour continuer sa sieste. Sur mon bureau étaient éparpillés des dossiers, une boîte de photos, plusieurs listes de projets en cours. Parfois, on pouvait voir un petit papier où j'avais griffonné page 17. Cela signifiait que je m'étais arrêtée à la page 17 d'un registre lors d'une recherche et que, sans doute, ayant rebondi sur autre chose, j'avais stoppé là le cours de ma prospection. Le tout était de savoir de quel registre on parlait. Quand le petit papier prenait la poussière depuis trop longtemps, je finissais par le jeter, vaguement honteuse de n'avoir pas fini ce que j'avais commencé. Peut-être qu'un jour, en arrivant à la page 17 d'un quelconque document, j'aurais un éclair de génie en me disant « C'était ici que je m'étais arrêtée !» On peut rêver. Cette passion de la généalogie, qui accaparait tous mes temps de loisirs, c'était mon grand-père qui me l'avait transmise. Et je ne reprenais jamais mon travail de la veille sans avoir une pensée émue pour lui. Mon seul regret est qu'il n'était plus là pour partager mes découvertes, identifier des visages inconnus sur des photos anciennes ou me raconter des anecdotes familiales. Bref, ne sentant ni le froid ni la faim qui commençaient à poindre, j'explorais avec gourmandise une époque révolue, un siècle passé, le 18e si je me souviens bien, lorsqu'une notification retentit. Un mail venait perturber le siècle des Lumières. « Parbleu, allons donc! Qu'est-ce donc que cela, mon ami? Quel est le maraud, le faquin qui ose troubler ainsi ma retraite? Ah ça, j'enrage en vérité !» Bon, mon chat n'était pas sensible à la langue de Voltaire. Vaguement dépité de mon insuccès, je cliquai sur la petite enveloppe qui clignotait sur mon écran. « Bonjour, je suis en train de débarrasser la maison de mon grand-père suite à son décès, et j'y ai trouvé des documents mentionnant votre famille Macréo. Je vous ai retrouvé après une recherche sur Internet, d'où est ressorti votre blog. Peut-on prendre contact pour en parler ?» Mon premier réflexe fut de jeter cet indésirable à la corbeille. « Non mais, des arnaques du genre? J'ai trouvé un trésor, on peut en parler? Ah, merci bien. »
Ils ne peuvent pas faire preuve d'un peu d'imagination, les escrocs, pensait Ginpetto. Et puis, quand même, à la réflexion, c'était curieux ce message qui mentionnait mon blog. Voilà un arnaqueur bien averti, finalement. Circonspect, Sosa m'observait, sa tête majestueuse penchée sur le côté. Une maison familiale? Des documents inédits? Qu'en dis-tu, Sosa? Rien en l'occurrence. Mon chat, hashtag chat de généalogiste, comme on dit sur les réseaux sociaux, ne disait rien. Je ne connaissais pas très bien cette branche de mon arbre. C'étaient les ascendants de mon grand-père maternel que je n'avais pas connus. Ma grand-mère, sa veuve, n'avait jamais pu m'en parler. Je crois qu'elle n'appréciait pas beaucoup sa belle famille. Il constituait une zone d'ombre énigmatique de notre histoire familiale que je ne cherchais ni à percer ni à comprendre. Cela ne me concernait pas. Mais de mon côté, comment aurais-je pu résister à cet appel? D'autant plus que le chemin était environné de ténèbres et de mystères. Déjà, je sentais mon regard qui louchait sur la boîte mail fermée. Une énigme dormait là. Serais-je capable de l'y laisser? Finalement, en n'y tenant plus, je repris le mail et découvris 2 pièces jointes que je n'avais pas remarquées auparavant. J'ouvris la première et j'en restai stupéfaite. Nom de Dieu! Cette fois, Sosa se réveilla tout à fait et se tourna vers moi. C'est ce simple document joint au message qui emporta mon adhésion pleine et entière, en une fraction de seconde. Sur l'ordinateur venait de s'afficher l'image d'un petit papier brun, rectangulaire, sur lequel figurait le nom de mon arrière-arrière-grand-père accolé à cette mention « Assassin ». Chapitre C. Chartier. Chartier. En un clic, mon logiciel de généalogie avait répondu à ma requête. Mon ancêtre Henri Macréo était Chartier. Ça avait été mon premier réflexe, vérifier les infos que j'avais récoltées sur mon aïeul. Il avait vécu en Seine-et-Marne, né en 1874, marié avec le siècle. J'ignorais encore sa date de décès. Son épouse, Ursule Le Floch, était une Bretonne expatriée. Ensemble, ils avaient eu une palanquée d'enfants. Finalement, je n'avais pas énormément d'informations sur eux. Je connaissais mieux leur futur gendre, Jean-François Borin-Michaud, mon poilu que j'avais suivi au jour le jour sur mon blog Murmure d'ancêtres de 2014 à 2019 pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Je n'avais jamais vu le visage d'Henri, enfin jusqu'à aujourd'hui. Devant moi, sur l'écran de mon ordinateur, la carte d'identité de mon arrière-arrière-grand-père était ouverte. C'était le second document envoyé par mon mystérieux contact. Depuis sa photo, Henri me regardait fixement. Il semblait me supplier. « Viens tirer cette affaire au clair, ne me laisse pas tomber. » C'était sans doute mon imagination qui me jouait des tours, mais je ne parvenais pas à m'ôter cette idée de la tête. Les doigts suspendus au-dessus de mon clavier, je n'hésitais qu'un bref instant avant de répondre au mail de mon interlocuteur inconnu. Le message fut court. « Pouvez-vous me donner davantage d'explications ?» En attendant la réponse, fébrile, je revenais vers la première pièce jointe du message. C'était un papier de couleur brunâtre, avec juste ces 2 mots, Macréo, assassin. L'écriture était malhabile, ou volontairement déformée. Peut-être écrite par la main gauche d'un droitier? Des traces de petits trous étaient visibles, comme si le papier avait été épinglé à un autre. Y en avait-il d'autres dans le même genre? J'eus un hoquet. Au bord de la nausée, je restais figé devant l'écran. Devant mon immobilité et mon silence inhabituel, Sosa vint se frotter contre mes jambes et leva la tête vers moi, les yeux grands ouverts, interrogateur. « Ça va, Sosa, ça va. Du moins, je crois. » D'une caresse sur la tête, je tentais d'apaiser l'inquiétude de mon chat. Longtemps, j'ai pensé que ma famille était de celles auxquelles il n'arrive jamais rien. Aujourd'hui, les événements semblaient brutalement me prouver le contraire. J'essayais de me changer les idées en me concentrant sur les faits déjà rassemblés. « Chartier, pense Chartier !» me répétais-je à haute voix, comme un mantra protecteur. En fait, en passant en revue tous les documents concernant Henri et ses proches, je m'aperçus que j'en savais un peu plus sur lui que je ne le croyais au début. Enfant, il avait été vacher, gardien d'un troupeau quelconque, sans doute, à l'heure où les plus aisés apprennent leurs lettres. Puis manouvrier pendant une 10aine d'années, et le fameux chartier ensuite.
Seul détonnait un marinier isolé en 1920, au beau milieu des 20 ans à travailler avec son attelage. Est-ce qu'il était passé des chemins de halage à la rivière? Je ne sais pas. Un tour sur les sites spécialisés me confirmait ce que je soupçonnais. Le charretier est celui ou celle qui conduit une charrette ou un chariot. Il se dit aussi de celui qui mène une charrue. Le marinier, quant à lui, est celui dont la profession est de conduire les bâtiments sur les rivières, les canaux navigables, les lacs. Dans ce coin de Seine-et-Marne, on trouvait les deux en abondance. Charretier, marinier, mais pas assassin. Son père aussi était charretier. Sans doute avait-il appris le métier auprès de lui. Il devait avoir pris la suite dans une continuité de profession naturelle de père en fils, mais dans une commune voisine néanmoins. Peut-être pour ne pas lui faire concurrence? Dans les recensements, un certain nombre de charretiers et de mariniers apparaissaient. Je cherchais donc à en savoir plus sur ces métiers si fréquents dans ce coin de Seine-et-Marne. C'était en fait une histoire ancienne, qui prenait ses racines sous le règne de François Ier, lorsque le Grand Morin, un des principaux affluents de la Marne, fit l'objet d'aménagements afin de rendre cette rivière navigable entre Dammartin-sur-Tigeot et jusqu'à la confluence avec la Marne. Une succession de barrages assurait de garder un débit constant sur la rivière, nécessaire à la navigation de bateaux de gabarit assez conséquents. Un système ingénieux de pertuis permettait de franchir les nombreux moulins qui émaillaient la rivière. Ces pertuis étaient aussi appelés portes à bateaux ou portes marinières et étaient actionnés par des meuniers. Ce qui ne se fit pas toujours sans heurts, comme je l'appris en suivant le fil de mes lectures, car à cette occasion ils devaient mettre à l'arrêt les roues de leurs moulins. C'est sans doute ainsi que naquit les tensions ancestrales entre meuniers et mariniers. C'était le flottage du bois qui occupait principalement cet acheminement batelier, avant que le développement industriel, dans les années 1890, ne diversifie les cargaisons. Briques, tuiles, chaux, lin, etc. En parallèle de cette vie sur l'eau, s'était développé le halage, méthode consistant à tirer un bateau depuis la rive avec une corde reliée au mât. Ce métier se faisait soit à col d'homme, c'est alors le haleur qui tirait directement le bateau avec ses propres forces, soit avec un attelage de chevaux, d'ânes ou de bœufs, quand le passage était suffisamment large. L'invention du bateau à moteur a fait tomber en désuétude ce métier si éprouvant. À Tigeot, où Henri et Ursule se sont mariés en 1900, il y avait un port assez important, mais en 1906, un observateur de la France rurale et urbaine à la charnière du siècle le note « désert ». Je cite. Cette recherche inattendue m'avait fait découvrir une tradition inconnue, moi, une fille de la terre. J'en remerciais le destin. Cela me permettait de mieux comprendre ma généalogie, de l'étoffer, de lui donner chair. Néanmoins, je n'oubliais pas mon objectif premier. Je ne cessais de jeter un œil sur la boîte mail, qui se relevait automatiquement à intervalles réguliers. Jusqu'à présent, elle demeurait vide. J'examinais à nouveau la carte d'identité d'Henri, arrivée avec le premier mail. C'était toujours émouvant de se trouver face à ce genre de document. Une sensation un peu étrange aussi. Ce n'était qu'un document administratif, dénué de toute charge émotionnelle, comme peuvent en avoir des photos ou de la correspondance privée. Mais lorsque c'est la seule source à notre disposition, il prend un relief bien différent. Par ailleurs, ce document quelconque en apparence contenait tout de même l'identité, bien sûr, mais aussi une photo, une signature, une empreinte, bref, une connexion directe avec mon ancêtre. Tout à coup, je découvris au bas du document une mention que je n'avais pas l'habitude de voir sur ce type de pièce déjà en ma possession. Le tampon « arien ou non arien ». Les 3 derniers mots avaient été rayés, adoubant mon ancêtre parmi la race des vainqueurs. Cela me faisait froid dans le dos, rien que de penser à cette période sombre de notre histoire. Enfin, la petite enveloppe notificative de ma messagerie virtuelle m'apporta la réponse de mon interlocuteur. Je fus quelque peu déçu par son caractère laconique. Il faut dire que je n'avais pas été très prolixe non plus. Mais il y avait une ouverture. Il me donnait son numéro de téléphone. Sans plus attendre, je le composai, tout en mettant au point un bref laïus. En effet, je ne voulais paraître ni trop empressé d'en savoir plus sur cette affaire, ni trop brutal s'il s'avérait que, finalement, c'était bien un arnaqueur.
Doué, certes, mais arnaqueur quand même. Quand j'entendis le déclic de mon correspondant, je pris une grande inspiration et me lançai. Chapitre D. Donc il s'appelait Alexandre. Donc il s'appelait Alexandre Brassade. Il venait de perdre son grand-père et avait vidé sa maison afin de la vendre. C'est à cette occasion qu'il avait trouvé les papiers concernant Henri Macréo. J'essayais de me concentrer, mais je ne voyais toujours pas comment cela était possible. Mais comment avez-vous pu trouver ces documents? C'est simple, ils n'étaient pas cachés, juste dans la table de nuit de mon défunt grand-père. Oui, ça j'ai compris, mais... Oh, je ne vous l'ai pas dit. Sa maison se situe à Morcerf, en Seine-et-Marne. Ah, voilà! Je savais qu'Henri avait habité cette localité de Seine-et-Marne, entre autres, parmi de nombreux déménagements. Je comprends mieux maintenant, expliquai-je. Enfin, pas comment votre grand-père a eu ces documents, mais au moins, en habitant la même région, ça donne une piste. Alexandre acquiesça. Vous voulez que je vous envoie tous les documents? Demanda-t-il avec douceur. Oh oui! Quelle question! J'avais répondu instinctivement, mais je me rendis compte aussitôt de tout ce que cela impliquait. Il y en a beaucoup? Une trentaine, peut-être. Mince, cela faisait un bon nombre quand même. Je redoutais un peu le contenu de ce paquet. Le cadeau allait-il se transformer en bombe? Vu le contenu des premiers éléments envoyés, on pouvait le penser. Après un silence, j'ajoutai. Vous les avez lus? Oui. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous les vouliez. Ça ne va peut-être pas vous plaire. Je me fis philosophe. C'est ainsi avec les archives. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Comme dirait l'autre, c'est un peu comme une boîte de chocolat, etc. Nous nous accordâmes pour que les documents me soient envoyés par la poste, afin que je puisse juger aussi des supports et avoir une vision globale des documents. Je n'aurai qu'une faveur, ajouta Alexandre. Si ce n'est pas trop abusé, j'aimerais pouvoir suivre moi aussi les découvertes que vous ferez, car cette histoire m'a intrigué. J'acceptai sans difficulté et raccrochai. Maintenant, il ne me restait plus qu'à patienter avant de recevoir cet étrange colis. Pour tromper le temps, je me penchai sur cette question de proximité géographique. Je compilai mes infos sur les adresses successives d'Henri, tout en les commentant pour Sosa comme à mon habitude. Eh bien, en voilà des adresses. Né à Meaux, marié à Tigeot, ayant donné naissance à des enfants à Tigeot, Séris et Morcerf. Le tout se situe en Seine-et-Marne, dans un rayon de 30 kilomètres. Globalement, il n'avait pas fait beaucoup de déplacements. Il me manquait encore son décès, mais cela me donnait une idée. Son épouse avait fait un peu plus de chemin, née dans les Côtes-d'Armor et mariée à Tigeot, soit environ 500 kilomètres. À la charnière du 19e et du 20e, une Bretonne arrivée en Île-de-France et exerçant le métier de cuisinière. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner qu'Ursule a fait partie de la vague d'émigration bretonne vers la capitale et sa région. Les Bretons, et en particulier ceux originaires des côtes du Nord, aujourd'hui appelées Côtes d'Armor, comme Ursule, ont été nombreux à quitter leur foyer dans l'espoir d'une vie meilleure. L'effondrement de l'industrie textile, jusque-là très importante, avec en particulier le tissage du lin et du chanvre, entraîna la fermeture de nombreuses usines et ateliers familiaux. L'émigration de milliers de Bretons, et de Bretonnes, car elles ont été plus nombreuses que les hommes, vers la capitale devint une nécessité, car sous la pression démographique, la terre natale ne fournissait plus de possibilités de travail. Fuyant la misère, ne possédant que la richesse de ses bras, les jeunes filles se faisaient bonnes, cuisinières, lingères. Au mieux, les pauvres. Un certain nombre ont fini sur le trottoir, dis-je à mon chat. Celui-ci me regardait attentivement. Je crois qu'il aimait bien que je lui raconte des histoires d'ancêtres. Quand il n'avait pas décidé de dormir, bien sûr. Était-ce pour éviter un trop grand décalage entre la vie urbaine
un mode de vie et une langue si différentes de tout ce qu'elle avait connu jusque-là, qu'Ursule s'était installée dans une petite localité en Seine-et-Marne et non à Paris directement? Impossible à savoir, n'est-ce pas, Sosa? Une heureuse surprise vint pimenter mes recherches. Oh oh, Sosa, qu'avons-nous là? Les archives de Seine-et-Marne ont mis en ligne quelques années supplémentaires de recensement. Et dire que je l'ignorais. Mais c'est bien ça! Grâce à ces nouveautés en ligne, je pus affiner un peu le parcours d'Henri, sans que je ne puisse néanmoins l'amener jusqu'à son terme, puisque j'ignorais toujours où et quand il était mort. Il n'est peut-être pas mort après tout, hein, Sosa? Ça lui ferait, voyons voir, 146 ans. Bon, ok, il est mort. Mais où? Si je savais déjà qu'il avait habité Morcerf pendant plusieurs années, les recensements me permirent de déterminer qu'il avait beaucoup bougé dans la commune même, car à chaque état de la population, il changeait d'adresse. Les Égyptes, les vallées, rue des Vallées. Tiens, est-ce que la population augmentant, le village des Vallées est devenu la rue des Vallées, désormais partie intégrante de Morcerf? Il faudrait que je creuse cette piste. Mais pas maintenant. Mon chat ayant décidé que c'était l'heure du dîner, il me réclamait bruyamment sa pitance. Ok, on y va. De toute façon, moi aussi j'ai faim. Je refermai le capot de mon ordinateur portable et je me dirigeai vers la cuisine. D'un bond, Sosa m'avait précédé. C'était souvent ainsi que se terminaient mes recherches, par l'appel du ventre de Sosa. Chapitre E. Épousailles. Tigeot, samedi 27 octobre 1900. L'an 1900, le dimanche 21 octobre, nous, Stephen Klein, maire et officier de l'état civil de la commune de Tigeot, après nous être transportés devant la porte de la maison commune, à l'heure de 9 heures du matin, avons publié pour la seconde fois les promesses de mariage enregistrées le dimanche précédent à la porte de la mairie pendant les 8 jours d'intervalle entre le sieur Macréo Henri, manouvrier, demeurant dans la présente commune, fils majeur de Macréo Théodore Louis Léon, charretier, et de Gibert Marie-Louise, son épouse, sans profession, tous deux domiciliés dans la présente commune, et demoiselle Lefloc Ursule Marie Mathurine, cuisinière, domiciliée à Tigeot, fille majeure de Vincent Lefloc Marie, cultivateur, et de Galerne Marie Mathurine, son épouse, sans profession, demeurant à Loudéac, Côte du Nord, de quoi avons dressé le présent acte de cette publication, et nous en avons affiché de suite un extrait à la porte de la maison commune, signé Stephen Klein. Presque une semaine s'était écoulée depuis la publication des bans. Il faisait encore assez beau ce samedi de fin octobre. Si les températures avaient un peu fraîchi l'atmosphère, on avait surtout craint une averse en milieu de matinée. Mais finalement, un vent miséricordieux avait chassé les nuages inopportuns. La cérémonie de mariage avait eu lieu à la mairie vers 11 heures. À présent, Henri regardait les noceurs virevolter devant lui. Georges Tiberville avait mis à disposition la cour de son moulin. Tous les voisins et amis pouvaient y danser à l'envi et profiter de la fête. Son ami, Léon Vautrin, s'avança vers Henri et lui glissa, lèvres serrées. « Tout de même, faire ça chez un meunier, y a pas idée !» Henri balaya la remarque d'un geste. Il ne voulait pas prendre parti dans cette antique querelle entre les gens de l'eau et ceux de la terre. Il ajouta tout de même pour faire bonne mesure. « C'est ton employeur quand même, et c'est bien grâce à lui que tu manges, non ?» Léon, haussant les épaules, s'éloigna en bougonnant, tandis qu'Henri replongea dans ses pensées. La journée avait bien commencé. La bénédiction civile s'était donc déroulée en fin de matinée. Stephen Klein, le maire, avait procédé à la cérémonie. Il eut juste un petit moment de cacophonie lorsque,
lors de la présentation des pièces indispensables, en l'occurrence les extraits d'état civil, le maire s'était aperçu que sur son acte de naissance, le patronyme d'Henri était orthographié Macquereau au lieu de Macréo, véritable orthographe de son nom. Ayant un doute légitime sur son identité, il avait déclaré que dans ces conditions, il ne pouvait pas les marier. Des hauts cris avaient été poussés, protestant que le maire le connaissait bien, que c'était bien lui, et qu'il n'y avait pas de doute à avoir. Finalement, le premier magistrat avait accepté de terminer la cérémonie, mais tint absolument à mettre un mot à ce sujet dans l'acte de mariage qu'il rédigea lui-même. Maître brodeur, dessinateur dans le civil, connu pour son perfectionnisme, le maire ne dérogea pas à sa réputation ce jour-là. Henri sourit à ce souvenir, mais sur le moment cela ne l'avait pas fait rire du tout. Peut-être raconterait-il cette anecdote lorsque, vieillard au coin du feu, il occuperait ses soirées à égayer celles de ses petits-enfants. Ses petits-enfants. Il pensait déjà à eux alors qu'il était tout juste marié. Était-ce l'atmosphère de ce jour de fête qui le conduisait à penser ainsi? Il faut dire qu'Ursule n'y était pas étrangère. À 26 ans révolus, il était un peu tard pour prendre épouse. Et s'il était honnête avec lui-même, il faut avouer qu'il n'y croyait plus vraiment. Il avait reporté toute son attention et ses efforts sur son travail. Mais lors d'une de ses tournées de livraison de tuiles, Ursule et son doux regard étaient entrés dans sa vie. Aujourd'hui, il ne regrettait pas son choix. Elle avait quelque chose de singulier qui le touchait particulièrement, bien qu'il soit incapable de le définir précisément. Une façon de se croire toujours en danger qui lui donnait envie de la protéger, de la prendre dans ses bras. Il aimait se laisser aller avec elle. Ce sentiment d'abandon et de partage était nouveau pour Henri, lui qui n'avait jamais eu qu'à se préoccuper de lui-même. « Eh bien, Henri, tu rêves ?» Alexandre Petit, un charretier qui travaillait pour Abel Leblanc, le ramenait sur terre. « Bah oui, je crois bien. » Il scruta l'assemblée et, perplexe, demanda « Tu n'as pas vu Ursule ?» Son épouse, en effet, n'était pas parmi les convives. « Ah, le jeune marié, il a déjà perdu sa femme. Il va falloir la tenir mieux que ça, sinon elle va t'échapper. » Henri espéra que tout allait bien. Marie-Joseph, la sœur d'Ursule, lui avait dit ce matin combien elle regrettait que le mariage se déroule si loin de ses parents, restés là-bas, en Bretagne. Au moins, ils avaient approuvé l'union de leur fille, en voyant leur consentement dûment enregistré devant maître Davy, leur notaire à Loudéac. Mais ils n'avaient pas fait le déplacement, bien sûr, ni Marie-Rose, la jumelle d'Ursule. Henri ne l'avait jamais rencontrée, mais Marie-Joseph lui avait expliqué qu'enfant, elles étaient très proches. Ursule n'avait rien dit de son absence, mais peut-être emportait-elle la blessure secrètement. « Albert, t'as pas vu Ursule ?» demanda-t-il le plus discrètement possible à son frère. Celui-ci ne réfléchit qu'un instant avant de répondre. « Oui, tout à l'heure, je l'ai vue se diriger vers le moulin. » Sans même penser à remercier son aîné, Henri se dirigea vers le moulin. L'inquiétude grandissait en lui. Sa mère lui reprochait toujours de s'inquiéter de tout, mais il n'y pouvait rien, c'était plus fort que lui. Il aimait bien que tout soit à sa place, et pouvait vite s'énerver si ce n'était pas le cas. Il entra dans le moulin. L'atmosphère se fit soudain plus silencieuse, contrastant avec le bruit de la musique et des pas cadencés des danseurs. Au début, Henri n'entendit ni ne vit rien. Il allait ressortir lorsqu'un bruissement attira son attention. Il pénétra doucement plus avant dans le moulin. Là, près des meules, il vit Ursule et Georges Tiberville. Celui-ci tenait les mains de la jeune femme entre les siennes, et son visage était très près du sien. Il lui murmurait quelque chose. Henri ne parvenait pas à distinguer ce qu'il lui disait. Il ne voyait pas davantage le visage de sa femme qui lui tournait le dos. Mais aucun signe dans son attitude ne lui indiquait qu'elle n'approuvait pas cette situation. La bienséance aurait voulu qu'elle s'éloigne de lui. Ils étaient beaucoup trop proches. Non, la bienséance aurait voulu qu'à aucun moment sa femme ne soit seule en compagnie d'un homme de 8 ans son aîné. Henri, envisageant immédiatement le pire, sentit le sang se retirer de son visage. Il fixait intensément cet homme qu'il n'avait rencontré qu'assez récemment. Il était de taille moyenne, le visage ovale marqué par ses yeux bleus perçants,
De sa main droite mutilée, il lui manquait une partie de l'index, il effleurait les cheveux d'Ursule. Dire que cet homme était le témoin de son épouse. Comment avait-il pu autoriser cela? Quelle trahison! Un meunier, qui plus est. Léon avait raison, tous de la mauvaise engeance, ces hommes de l'eau. Comment se faisait-il qu'ils n'avaient rien vu? Que se passait-il entre eux? Il se sentit soudain glacé. Est-ce que sa belle histoire allait se transformer en cauchemar? Déjà? De nombreuses questions se bousculaient dans sa tête, toutes plus noires les unes que les autres. Il cherchait des signes qu'il n'avait pas vus, ressassant chaque instant où le nom de cet homme était venu dans la conversation. Ursule s'était-elle empourprée? Avait-elle balbutié à son évocation, trahissant un trouble qui cachait un secret bien plus grave encore? Jamais il n'avait remarqué cela. Sa femme pouvait-elle en fait se révéler une ignoble comédienne, qu'il avait dupée comme un enfant? Avait-il été si naïf? Il ne laisserait pas passer ça, et certainement pas aujourd'hui. Cette journée qui avait soi-disant si bien commencé. Sentant la colère l'envahir, il serra les poings et entra dans la pièce, fou de rage. Chapitre F. Fébrile. Fébrile, je recevais le colis. Mon chat Sosa avait dû percevoir un changement d'atmosphère, car il ouvrit un œil négligemment, signe caractéristique d'une extrême activité physique pour lui. « Eh oui, Sosa, répondis-je à sa question muette, le voilà. Quelques jours après notre entretien téléphonique, Alexandre avait tenu sa promesse et m'avait envoyé les pièces du dossier en sa possession. J'avais craint un moment qu'il ne change d'avis. Puis je m'étais raisonné. Pourquoi le ferait-il, puisque c'est lui-même qui m'avait contacté? Mais j'avais toujours tendance à m'inquiéter pour un rien. C'était plus fort que moi. Le colis d'Alexandre se présentait sous la forme d'une grande enveloppe en papier kraft. À l'intérieur, une vieille boîte en carton peu épaisse. Je l'ouvris délicatement pour sortir son contenu que j'étalai devant moi, répétant ainsi, sans le savoir, les gestes qu'avait fait Alexandre quelques jours plus tôt. Je restai un moment à observer les fragments de vie d'Henri. Puis, comme à mon habitude, ne pouvant pas m'empêcher de classer les choses, je fis plusieurs tas. Je pris encore un instant pour contempler les pièces du dossier rangées par catégorie. L'émotion m'étreignit, tant à cause de la trace affective de ces témoins directs de la vie de mon ancêtre, qu'à cause de la charge tragique qu'il véhiculait. Sur le bureau étaient rassemblées les photos, les cartes postales, les papiers administratifs, la presse, la propagande, les lettres de dénonciation et les PV de police ou de justice. 31 pièces. 31 documents, certains petits, d'autres plus grands, qui allaient m'apprendre que mon ancêtre était un assassin. Avais-je envie d'apprendre cela? Si mes mains hésitaient, ma tête avait déjà décidé. Bien sûr qu'il faudrait étudier tous ces documents, même si cela ne faisait pas plaisir, même si j'appréhendais d'en savoir plus sur cette histoire. C'était nécessaire. De toute façon, je ne pourrais plus dormir tout en sachant que ces documents existent, quel que soit ce qu'ils ont à révéler. Sosa s'était approché. Je le pris dans mes bras pour me donner du courage et me réconforter tout à la fois. Après une grande inspiration, je reposai le chat et commençai l'examen des pièces du dossier. Inconsciemment, je choisis d'aller du paquet qui semblait le plus inoffensif au plus compromettant. D'abord, les photos, Sosa. Mais mon chat n'avait pas apprécié que je le repose aussi vite. Il s'enroula en boule sur son fauteuil préféré et décida de ne plus m'accorder son attention. Si c'est toujours une joie de découvrir le visage inconnu d'un ancêtre, mon enthousiasme fut ici vite modéré. Il y avait d'abord 4 photos de petit format représentant un village que je n'identifiais pas. Je reportai leur examen à plus tard. Les 3 photos suivantes étaient de différentes tailles et montraient des personnes. Sur la première, on voyait un couple dans un jardin. À l'arrière-plan, une maison. La végétation était assez dense et semblait indiquer une saison de printemps ou d'été. La femme, en robe sombre et ceinture blanche, prenait le visage de l'homme dans ses mains et souriait. Elle était coiffée avec une frange rouleau qui dominait sa tête de toute sa hauteur. Une cascade de boucles lui tombait sur les épaules. L'homme était à demi tourné et on ne voyait pas son visage.
On devinait la naissance d'un front bombé et dégagé. Il portait un costume et une cravate et tenait la femme par le coude. Tous les deux étaient assez jeunes. La bordure droite de la photo était voilée. Qui est-ce, Sosa? Crois-tu que ce soit Henri et Ursule? Mon chat boudait toujours. Sur la photo suivante, on distinguait un couple entourant un enfant, posant devant un fond végétalisé. Hélas, la photo était très floue. Impossible de distinguer les traits des visages. Tout au plus, on devinait que l'homme était chauve ou très dégarni. La femme portait un chapeau et l'enfant ce qu'il semblait être un costume marin ou quelque chose d'approchant. La végétation remplissait complètement l'arrière-plan. Pas la moindre construction pour donner un indice sur l'endroit où le cliché avait été pris. Les vêtements étaient plutôt passe-partout, et hormis le chapeau de la femme, accessoire qui ne se portait plus guère, il était difficile de les dater. J'étouffai un soupir. Le dernier cliché était un peu moins flou. 7 personnes posaient en premier plan et une 8e à l'arrière. Au fond, on discernait les lancettes d'un chœur d'église, mais le porche du premier plan ne semblait pas décoré. Les personnes étaient endimanchées, portant gants et chapeaux. La femme tout à fait à droite portait même une fourrure. T'inquiète pas, Sosa, c'est pas du chat. On dirait un renard. Je crois même qu'il y a la queue et les pattes. Bon, c'est plus trop à la mode aujourd'hui. Je ne reconnaissais aucun des protagonistes, et je ne voyais pas assez l'église pour l'identifier. Cependant, l'assemblée était assez chic. Et rétro. Ce qui cadrait bien avec les événements censés se dérouler dans les années 1940. Au dos des photos, il n'y avait aucune indication. Ni lieu, ni photographe, encore moins de nom ou de date. Bon, ça va pas être facile, hein, Sosa? De ces photos se dégageait le parfum du bonheur, des temps heureux. Avait-elle été prise avant la tragédie? Voyons les cartes postales. Une seule est écrite, les autres sont vierges. Elle est adressée à Henri. Ben, elle ne doit pas dater d'hier, hein, si tu voyais l'adresse, Sosa. Monsieur Macréo, Morcef, Seine-et-Marne. La poste serait bien embêtée avec une adresse libellée comme ça aujourd'hui. Ah, là on a quelque chose. Le texte est signé Le Floch. C'est Ursule, Sosa, c'est elle. Je reconnais sa signature. C'est la même que sur son acte de mariage. Hélas, elle en disait si peu. Le texte était tout à fait anodin et ne m'apprenait rien. Je retournai la carte. Au recto, les timbres cachaient le nom de la ville. Le cachet de la poste était trop dégradé pour connaître le lieu et la date. Vaguement déçu, je la reposai sur le bureau. Au suivant, les papiers administratifs. Je retrouvai l'original de la carte d'identité qui m'avait été envoyée par mail. Elle datait de 1942 et hormis la mention arien, elle ressemblait à celle que j'avais en ma possession pour d'autres membres de ma famille. L'Ausweis, en revanche, était plus inédit pour moi. Il datait aussi de 1942 et autorisait Henri à circuler à Coulommiers. Wohnung. Je réactivai mon allemand scolaire trop vite oublié. Où il avait son appartement? J'ignorais qu'il demeurait à Coulommiers. Pourtant, sur sa carte d'identité réalisée 3 mois plus tôt, il habitait à Morcerf. Étrange. Quant à la presse, il y avait 3 minces journaux, tous des fragments de la Dépêche. Ils dataient de juin-juillet 1942, au moment où Pétain faisait généreusement don de sa personne à la France. L'un était très abîmé. Le 5e tas, c'est la propagande, Sosa. Des affiches, des tracts. Ils pourraient faire sourire si on ignorait leur contexte. En effet, les documents sommaient les Français de rendre les pigeons, interdisaient de danser et de bavarder. Avec menace de prison à la clé tout de même. Le rappel des réservistes était le dernier document de ce tas. Affiche qui marqua le début d'une période bien sombre pour nombre de familles. Je pensai immédiatement aux nostalgiques du passé et me fis la réflexion qu'il est des époques qu'on est bien content de n'avoir pas vécues. Le dernier document de la pile, mais était-il dans la bonne pile, était une circulaire de recherche. Henri y figurait parmi les autres terroristes qu'il fallait surveiller étroitement en cas d'arrestation. Les lettres de dénonciation maintenant. 4 documents dénonçaient mon aïeul. Le papillon dont j'avais reçu copie et qui m'avait décidé à en savoir plus, ainsi que 3 lettres manuscrites.
La première le désignait comme un homme suspect écoutant la radio anglaise. La deuxième décrivait Henry comme un homme violent, colérique, menaçant sa femme à plusieurs reprises. Elle n'était pas complète, car seule la première page avait été conservée, mais suffisamment éloquente. Elle se terminait sur un « Je suis sûr qu'il lui a… » qui enflamma mon imagination. Qu'il lui a tendu à piège, tordu le cou, tranché la gorge. En tout cas, après ça, le gentil dénonciateur disait qu'il n'avait plus jamais revu Ursule. Mais la troisième lettre était la plus terrible. Elle était adressée directement au préfet, parce que, à son goût, sa dénonciation précédente n'avait pas été suivie d'une réponse assez ferme de la part de la police. Prendre la plume une fois, c'est déjà quelque chose, mais 2 fois, ça relève de l'acharnement. Enfin, les PV. Étaient-ce les lettres qui avaient déclenché une enquête ? Je l'ignorais. Mais quoi qu'il en soit, j'avais devant moi le dernier paquet, celui des PV de police et de justice. Je redoutais son contenu, et je dus presque me forcer pour lire les derniers documents qui m'avaient été envoyés. Plusieurs plaintes étaient citées, dont une pièce l'accusant de façon certaine. Henry comparaissait tantôt comme témoin, tantôt comme inculpé. On avait même donné un nom à cette enquête, l'affaire de Morcerf. La police avait enquêté, mais le préfet avait aussi demandé à avoir connaissance des pièces du dossier. Si Henry niait, il était évident que la police le croyait coupable. Je me rappelais soudain que je n'avais pas trouvé la date et le lieu de décès d'Ursule. Prestement, je rangeai les documents dans leur boîte en carton, comme si le fait de ne plus les voir pouvait effacer le passé. Mais l'image d'Henry en train d'assassiner sa femme s'était inscrite sur ma rétine ce jour-là, et ne m'a jamais quittée depuis. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.